pense qu'il va falloir qu'on raconte la veille de notre départ. Tout commence ici à Bnegrir. On vient pour vérifier est-ce que tout le pactage est prêt. Les équipes, avec un cumul de plusieurs nuits blanches, il me semble, de manque de sommeil pour qu'on puisse être à la hauteur des objectifs. Et quand on veut mettre les équipements sur les valises, on s'aperçoit que ce projet T3 ne peut pas rentrer dans des valises usuelles. Et donc on a décidé, on n'a plus le temps d'acheter des valises, donc j'ai décidé de mettre mon sac à dos qui devait contenir des affaires personnelles, de le mettre au service, on va dire, de ce beau boîtier T3. Et donc les gens pouvaient rentrer avec eux des affaires personnelles en cabine. Moi, je fais entrer un dispositif qui fait peur un petit peu. Il fallait le protéger, le mettre en cabine pour qu'il ne parte pas en saute, parce que sinon on va le récupérer en 4000 morceaux en arrivée. Et donc, je suis parti avec un sac à dos qui est plein d'objets techniques, des tournevis qui ne pouvaient pas entrer en cabine, des trucs techniques, au lieu d'amener des sous-vêtements et, et des affaires personnelles. Bon, ça tout a... Et ça donne une expérience assez intéressante au passage de la douane. Exactement, parce que vu que c'est des équipements très, on va dire, fragiles, il fallait on va dire, déballer tout au moment de l'inspection douanière et l'inspection de sécurité. Et tu te rappelles de la ligne qu'on a bloquée, toute une ligne bloquée au niveau de l'inspection. Il y avait des passagers derrière nous qui attendent des minutes et des minutes parce qu'il fallait tout déballer. Et donc, on a bloqué toute la ligne. Donc, il y avait 4 PC portables, il y avait en fait, le VNA, il y avait la machine, les trucs, etc. Et donc, il fallait prendre toute la ligne, l'étaler. Et bon, tout le monde devait passer sur les autres lignes. Et puis nous, donc pendant 10 minutes, tu es en train d'inspecter et inspecter toutes les machines, tous les trucs. Et il fallait comprendre à quoi servent tous ces gadgets, quoi. Une ligne que pour nous, que pour UM6P. C'est un privilège qu'on ne peut pas se permettre tout le temps, d'avoir une ligne de sécurité à l'aéroport juste dédiée pour un projet. Et ça, c'était bien. Mais le comble, il fallait expliquer à quoi ça sert cet équipement. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Est-ce qu'on peut utiliser des tournevis pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bon, c'était amusant. Donc, on va dire l'histoire de tout expliquer, ça a commencé depuis l'aéroport, ici au Maroc, pour expliquer de quoi il s'agit. Et je pense qu'on a bien réussi l'exercice pédagogique ici au Maroc. Et comme je t'avais dit, si on réussit à expliquer en passant sans problème du Maroc vers les autres pays, c'est que... On peut expliquer aux jurés plus facilement. Certainement. Exactement. Moi, ce qui m'avait marqué un petit peu dans le séjour, à part la mobilisation des lignes, c'est toutes les surprises, en fait. Parce que malgré tous les tests qu'on fait ici, et puis on a tout débranché, il fallait remonter et essayer de tester les scénarios. Il y a plein de surprises. Surtout quand en fait, on voit le jury arriver à la fin de la ligne. Et donc, ces questions, donc on a course contre la montre, parler aux équipes ici au Maroc pour essayer de voir est-ce qu'on peut débugger la situation, comment on la fait fonctionner. Et puis, la partie la plus importante, c'est qu'au moment où on a fait la première démo. Donc la première démo, elle a marché. Et puis, juste au moment où on va partir voir la deuxième démo, je vois Younes qui me dit non, il faut les retarder, il y a un problème de la démo. Et donc là, on doit continuer de parler. À raconter d'autres aspects de l'invention, de telle sorte à ce on le retardait. Après, on me dit OK, ça marche, maintenant c'est bon. Et donc là, on passe pour le deuxième
pour passer l'inspection un petit peu du jury de la deuxième invention. Ouais. Ça, c'était du last in time, c'est un petit peu le symptôme de la démo, qui, à la dernière minute, au moment où il doit marcher, elle s'arrête. Mais quand ça marche, et quand ça marche, mais bon, ça marche, il faut dire que c'est des prototypes. On participe par des prototypes, et certainement, il y a toute une démarche devant nous pour pouvoir fiabiliser plus et industrialiser. Mais quand ça a marché, je voulais juste savoir, est-ce que tu te rappelles des mots qu'on entendait de la part des jurys et des visiteurs? Il y avait 2 mots qui m'ont marqué. It's magic. Wallah hada sihr. C'était les ikhwa ديال الناس ديال الخليج quand ils ont vu on va dire le résultat de la solution. C'est deux mots qui m'ont marqué. C'est magique. Est-ce que c'est une boîte magique? Est-ce que vous êtes en train de faire des tours de magie? Est-ce que vous êtes en train de faire de la science ou de la magie? Et c'est des phrases que je ne vais jamais oublier parce qu'apparemment, on est en train de faire de la magie à travers la science. Absolument. Et puis, ce qui était important, c'est que, en fait, pour expliquer rapidement, réexpliquer ce que ça fait, le fait de prendre 2 billets de banque identiques ou bien prendre 2 passeports identiques, de les scanner. Le tien et le mien. Et celui de Younes. Et voilà, et de scanner un diplôme, de le digitaliser, pour soit le papier de banque, le billet de banque ou bien le passeport, de le digitaliser en temps réel devant la personne. Et puis tu lui permets de choisir le passeport qu'il veut, il le met et il identifie instantanément. Est-ce que c'est le passeport Hafed, Rafek ou Younes? Et puis la même chose pour les billets de banque. Est-ce que c'est ce billet de banque ou l'autre billet de banque? Ça, pour eux, c'était de la magie. Et en fait, en Allemagne, je me rappelle là le jury qui a... Le deuxième jury. Le deuxième jury. Donc, lui, il a vu la chose, il avait dit « Ah, c'est magique ». Et puis, quelques secondes après, il était assis par terre, il a déballé des cartes de trucs magiques et puis il a commencé à nous faire des tours de magie. Pour lui, ça s'est connecté, c'était intéressant. Ouais, je me rappelle, parce que c'était un juriste, un professeur, c'est un scientifique, mais en même temps, de souche, c'est un magicien. C'est-à-dire il pratique un master magician. Exactement. Et donc, et souvent, il ne présente pas ça aux gens comme ça. Il vient te juger, t'évaluer, mais il va pas te faire de tour de magie. Mais il a compris, comme tu as dit, qu'il s'agit d'un fabuleux dispositif qui de magie scientifique, et que lui, il voulait nous montrer la magie, sa vraie magie, ses tours de magie. C'était un peu ça, finalement. Mais je me rappelle aussi de l'effet qu'a fait sur un autre visiteur de notre stand. Donc c'est un grand directeur de Mjlis Ta'aoun Doual Khalij, donc qui était présent. Ils avaient un grand stand. Il a entendu parler de ce projet par les autres visiteurs. Il est venu spécialement pour vérifier et tester ce dispositif-là. Avec un challenge. Avec un challenge. Et le challenge, c'était quoi? Donc, quand il a compris, on a fait le pitch, on a fait notre numéro habituel, parce qu'il donc, au bout de quelques itérations, on s'habitue à un pitch on va dire, entre guillemets, commercial et scientifique à la fois. Quand on a terminé, on m'a dit, si j'ai bien compris, vous avez la possibilité de prendre n'importe quel bout de papier qui contient rien du tout, vous le faire entrer dans cette machine magique, le digitaliseur, et vous avez la capacité de récupérer des propriétés uniques dans ce papier-là, vous les enregistrez, vous les assignez à une personne ou à un type de document, et une fois après, vous faites entrer ce document à cet équipement-là, il est capable de le reconnaître, sans rien rajouter. Ni puce, ni traceur, ni encre magique, ni encre technique. Et nous, on dit oui. Et on a dit oui. Bon, il fallait dire oui. Et c'était la première fois qu'on pouvait tester la fiabilité et l'efficacité de ce système face à un document inconnu qui n'a pas été testé auparavant. Et qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Tu te rappelles? Qu'est-ce qu'il a fait? Il sort sa business card. Il s'est dit, est-ce que vous êtes capable d'identifier cette business card avec ce device? Et tu te rappelles du regard qu'on a eu, toi et moi? Est-ce qu'on dit oui? Est-ce qu'on dit non? Tu n'as pas trop le choix dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Et on a pris cette business card, on l'a mis sur le système, on lui a demandé de faire la digitalisation, on la ressort, et la remet, et on demande au système de la reconnaître.
Et coup de Wallah, magie. sihr. Wallah, sihr. C'était amusant. Et il nous a dit qu'avec ça, vous êtes en train de bouleverser le monde de documents physiques. Vous inventez une nouvelle façon de sécuriser sans rien rajouter. Et ça, c'est quelque chose de très important aux yeux de tout le monde. Moi, ce qui nous a intéressé, c'était la réponse des visiteurs. La réponse des jurys, on la connaît, c'est les médailles d'or. Mais ce qui nous intéressait plus, c'est ce feedback des utilisateurs, de potentiels partenaires qui y voyaient plein d'avantages pour les problématiques d'usurpation d'identité, de sécurité, de falsification, de plein de problèmes aujourd'hui que connaît le monde aujourd'hui dans ce domaine Absolument. documentaire. Puis l'autre chose qui m'a marqué, c'était aussi au niveau de Nuremberg. Donc, quand on faisait la démo de médicaux, Exactement. et donc c'est l'outil qui nous permet en fait de mettre un médicament tel que le Doliprane et d'identifier est-ce que le médicament a subi une température. Et donc la démo, ce qu'on faisait, c'est que on avait 3 médicaments, il choisissait le médicament qu'il voulait. Qui paraissait identique. Voilà, le comprimé, ils étaient identiques, il prend le comprimé qu'il veut, il va le mettre dans le device et donc le médico va lui dire soit c'est un comprimé normal, soit c'est un comprimé qui a été exposé à 40 degrés de température ou bien 80 degrés de température. Et ça, c'est déjà c'était intéressant pour eux de voir un petit peu que l'outil permet de faire ça, mais c'est la réalisation qui vient juste après. Il dit, mais donc, moi, si je laisse un médicament, parce que laisser un médicament dans 38 degrés dans une voiture, quand il fait 38 degrés à l'extérieur, pendant 15 minutes, ben, la température elle monte à 72 degrés. C'est évident. Et dans ce cas-là, il te dit, mais attends, si vous êtes capable d'identifier ça, c'est que ce n'est plus du paracétamol. Bah, et c'est là en fait, qu'il réalisait que... Ils avalaient des choses qui voilà, sont donc, pas des médicaments. Ben, on dit oui, la structure moléculaire a changé, et donc techniquement, c'est plus des paracétamol. Et donc, c'est quelque chose d'autre. Il commence à nous poser, est-ce que c'est un poison? Je dis non, on ne sait pas, mais bon, clairement, c'est plus du paracétamol. Ouais. Et ça, je pense que le fait que le jury ou bien les visiteurs réalisaient ça d'eux-mêmes par la suite, donc nous, on démontrait l'effet scientifique, et eux, ils comprenaient un petit peu l'impact sur leur comportement au futur. Je suis sûr qu'aucun d'entre eux ne va plus jamais laisser de médicaments dans la voiture un jour d'été, quoi. Donc ça, c'était très fort. Mais tu te rappelles, l'élément déclencheur de ce projet était avec nous, hein, parce que nous, le formalisme de développer un capteur micro-ondes pour capter des propriétés d'une matrice donnée, c'était l'objectif. Mais l'objectif de détecter l'écart qualitatif d'un médicament, c'est venu par une découverte, mais qui nous a poussé à déposer un brevet qui est accepté et qu'on a carrément un papier scientifique sur le prestigieux journal Scientific Reports de Nature. Donc finalement, oui, on a démarré par un formalisme de capteur pour capter d'autres choses, mais c'était un jour d'été, et il y avait Omar qui était un peu malade, qui avait un peu mal à la tête, il me semble, et qu'il allait consommer un médicament qui était la voiture, il me semble. Je lui ai dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu es en train d'avaler? Est-ce que tu es sûr de ton choix de consommer un médicament qui était en voiture pendant quelques heures, fin jour d'été? Et l'idée est venue avec Younes et toi. Et pourquoi ne pas tester ce médicament? Qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Et pourquoi ne pas développer une solution qui permet de fiabiliser le choix de consommer un médicament ou pas, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que a subi ce médicament tout au long de la chaîne de valeur, depuis sa production, à travers le transport, le stockage chez les officines, chez les pharmacies, parce qu'on ne sait pas franchement qu'est-ce qu'on consomme. Mais si on propose un outil, un gadget qui peut voyager avec les lots de production, soit de médicaments, toute substance chimique, aujourd'hui il est applicable à tout, on va être rassuré de l'écart qualitatif, et peut-être les médecins diront est-ce que tu peux consommer ou pas, mais mon rôle aujourd'hui c'est juste de te dire, de t'alerter
tu es en train de consommer quelque chose qui est différent de ce qui a été prescrit. Absolument. Et ça fait un highlight sur l'importance de la chaîne de stockage, la chaîne de froid dans tout ce qui est logistique de stockage. Parce que même les 40 degrés, en fait, dans des villes au Maroc, il fait plus 40 degrés l'été. Et donc, si on laisse le médicament exposé sur des étagères et qu'il n'y a pas une climatisation, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que c'est un petit peu avec ce qu'on fait, ce que Medico permet de faire, c'est de détecter ce genre de changement de nature de produits et potentiellement de rendre, de nous assurer en fait que le patient est en train de consommer un médicament propre et tout. Donc ça, c'est très important. Ouais. Je pense aussi que je voulais juste raconter le sentiment qu'on a eu lors de la remise des prix. Hein. On était un peu stressés, il faut le dire. Hein. C'est comme toujours. Comme toujours. Mais je me rappelle très bien de la cérémonie de remise des prix de Séoul. Et au moment où on a dévoilé que le vainqueur de la catégorie et des deux catégories, c'était le Maroc, on a entendu des cris, des you-you, d'où venait tout ça? Mais il s'est avéré que sur le public, il y avait une communauté arabe, il y avait des Saoudiens, il y avait une communauté musulmane, il y avait des Indonésiens, il y avait des Malaisiens, mais ça nous a fait chaud au cœur. Mais je pense que le football, il en est pour quelque chose. Le Maroc a certainement bien brillé au niveau on va dire, des scènes mondiales, notamment du football, a inspiré, a marqué, et je pense qu'en revoyant le drapeau marocain se hisser, mais sur une autre scène, une scène beaucoup plus, une scène de science, de technologie, d'invention, ça a suscité l'intérêt de toute audience. Vraiment, on a été félicité par tout le monde. D'ailleurs, même que ce soit en Allemagne, que ce soit en Corée du Sud, donc il y a à Séoul, à chaque fois qu'on nous demandait « vous êtes d'où ?» On est du Maroc. Semi-finals, Coupe du Monde. Et donc, je pense que ça a créé, c'était un événement qui était important, qui a mis quelque part le Maroc sur la carte mondiale. Et le travail qu'on fait, ces médailles et tout, ça renforce un petit peu cette image d'excellence du Maroc, et c'est hyper important. Mais maintenant, je pense qu'on va demander ça au président, à monsieur le président. On ne va plus voyager seul. Il faut qu'on soit avec tout le monde. Il faut que les Marocains, il faut que les étudiants, il faut que le communauté M6P soit avec nous pour nous supporter. Parce qu'on a besoin d'eux. Parce que c'est des moments d'émotion. Fais attention, ça mettra beaucoup plus de pression aussi. C'est excellent. On s'est senti seul, à vrai dire, il faut le dire. On était un peu seul, notamment en Séoul, où on était vraiment au sein d'une communauté purement asiatique. Hein. Il faut le dire que le CIF, le Seoul International Invention Fair, qui est considéré la plus grande compétition mondiale, mais sur le volet, sur la région d'Asie, il connaît la participation de plusieurs pays, mais notamment une grande concentration de pays asiatiques. Et quand tu vois les Asiatiques et le travail acharné qu'ils font, et la qualité des inventions qu'ils présentent, et quand il vient en groupe et en troupe d'une dizaine, voire une vingtaine par équipe, tu te dis, Rafek, est-ce que tu penses qu'on aura une place au podium? Est-ce qu'on aura une marche au podium? Absolument. Mais alhamdoulilah, on a eu dans les deux cas des médailles d'or. Non, c'était des moments très très magiques. Des moments d'émotion, il ne faut pas le cacher. Donc, il fallait laisser l'émotion se propager correctement. Donc, on a vécu des moments très, 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 très magiques, il faut le dire. Donc, et surtout, en fait, la manière dont c'est fait, le genre de compte à rebours quelque part, où il commence avec les vainqueurs des médailles de bronze, exactement, les médailles d'argent, et puis juste avant de passer, ils ne ratent pas l'occasion. Ils te disent, pour ceux qui n'ont pas reçu de médailles, c'est soit que vous n'allez pas avoir de médailles, ou bien que vous avez eu des médailles d'argent. Donc il faut attendre tout ce temps-là pour apprendre comme quoi, en fin de compte, soit qu'on a gagné l'or, donc on est dans les extrêmes, on n'a rien gagné. Et puis, tu te retrouves avec, surtout à Nuremberg, donc
on a annoncé la première médaille, donc on monte, on fait la fête, on est super content. Et puis juste après, en descendant, on dit et puis la deuxième médaille d'or, il fallait revenir et refêter 2 fois plus, avec 2 fois plus d'énergie, ouais, etc. Magique, ouais. Et ça, je pense que ça a été même capturé un petit peu. On descend et puis on revient. Ah, on entend le Maroc, l'UM6P a gagné une deuxième médaille. Et ça, c'était très intéressant. Mais ça nous a fait énormément plaisir parce qu'il faut dire qu'on candidatait à la fois dans 2 catégories, c'est-à-dire la catégorie des équipements médicaux ou la catégorie de sécurité digitale, mais sous le sceau des solutions présentées par des universités. Et c'était une confirmation, encore une fois, que l'UM6P est en train de se faire une place dans la scène mondiale des universités. Il y avait l'université de Hong Kong, il y avait l'université de Séoul, il y avait l'université les grandes universités qui se respectent dans le domaine. Et le Maroc a pu écarter plein d'universités candidates au titre de médaille d'or dans les 2 catégories, la catégorie de sécurité digitale et la catégorie, on va dire, des équipements médicaux connectés. Bon, c'était un plaisir. Ouais, vraiment, c'est... Et puis, il y a la belle expérience, en fait, entre le Nuremberg et la Séoul. Pour toi, c'était une belle expérience? Ah oui, beaucoup de stress, mais bon, et le stress a perduré pendant 3 jours, mais bon, alhamdoulilah, comme on dit, ça, ce qui finit bien est bien. Donc, la cérémonie de remise des diplômes à Nuremberg, c'était 9h du soir. 9h du soir. Donc, le lendemain, c'est 9h du matin. C'est le 1er novembre, il fallait partir à l'aéroport pour prendre l'avion vers Istanbul, puis de Istanbul vers la Corée du Sud. Et puis, on a 1 heure de connexion à Istanbul. Et donc, au moment où on passe, où on prend le premier avion, il y a un retard de pratiquement 30 minutes. Voire plus, oui, exactement. Et donc, en atterrissant à Istanbul, on était déjà sur le last call pour le vol de la Corée du Sud. Et avec ça, il fallait courir, donc avec tout l'équipement, parce qu'en fait, comme on avait vu qu'il y avait 1 heure de connexion, donc on a pris la décision de mettre tout l'équipement d'exposition, de le prendre avec nous en avion, parce qu'on n'était pas sûr que l'équipement, que les valises vont arriver, le transfert va se faire correctement, qu'il fallait prendre tout avec nous. Et là, on a pris un sprint entre notre avion là, qui a atterri jusqu'à l'autre avion. La seule chose, en fait, on se posait la question, et on comprend toujours pas pourquoi, mais apparemment, pour la première fois, on a 2 vols internationaux, il n'y avait pas une sécurité entre les 2. Oui. Et s'il y avait la sécurité, on aurait raté le vol. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, finalement, on arrive à prendre le 2e vol. On atterrit à midi à Séoul. Et en fait, les jurys, ils avaient commencé depuis 9h. Toute l'évaluation des jurys se terminait à 5h. Et donc, on arrive vers 1h, donc le temps de déposer le bagage, etc., les trucs à l'hôtel et tout, et on va vers le Hall of Exposition. Et là, tout le monde pratiquement... Nous attendait. Vous étiez où? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, entre-temps, le temps que le jury arrive, et là, il ne nous donne même pas le temps de faire le setup. Il fallait faire des démos en temps réel, montrer des choses, etc., expliquer, on faisait sortir les trucs, les affiches, les posters, comme des plans, des étuis pour montrer, parce qu'on n'avait pas le temps. Et il s'en est fallu de peu, hein. Il y a probablement une demi-heure de plus et le jury serait parti. Et il ne revenait pas. Ouais. D'ailleurs, même la deuxième, la T3, on n'avait pas eu le temps de faire le setup complet. Ouais. Mais heureusement, je pense que le fait qu'on a bien expliqué un petit peu le scénario, il comprenait aussi qu'on n'a pas eu le temps parce qu'il refusait de revenir une demi-heure plus tard le temps de faire le setup.
et que on avait aussi expliqué comme quoi c'est une solution qui a été déployée en production chez le ministère de l'Éducation nationale et tout. Donc ça a renforcé un petit peu le truc. Mais le stress qu'on a eu, c'est pendant 3 jours. On était quasiment sûr qu'on avait raté au moins une médaille d'or. Peut-être pour le BioTouch, où on avait fait la démo parce qu'on a eu le temps de faire le setup, ça marchait, mais pour la deuxième, on n'était pas sûr. Et pour moi, le fait de pouvoir décrocher une médaille d'or avec... on a les brevets, on avait le prototype, etc. Donc on a aussi le traction sur le marché. Mais c'était un grand question mark, beaucoup de stress, beaucoup de... Oui, c'était des moments de doute, à vrai dire. Donc on a vécu pendant 3 jours en train d'expliquer à tous les autres, sauf les jurys. Tout marchait à merveille, mais il n'y avait pas les jurys sur place parce qu'on a raté, on va dire, la séance d'évaluation de justesse. Mais c'était des moments de doute. Donc on a vécu 3 jours des plus difficiles de nos vies, en train de se dire est-ce qu'on aura une marche au podium? Est-ce qu'ils ont eu le temps de bien assimiler ce qu'on a expliqué? Est-ce qu'ils ont très bien évalué au moins la partie documentaire qu'on a envoyée auparavant? Est-ce qu'ils ont des questions? Est-ce qu'on est bien, le rating est au moins intéressant pour nous? Est-ce qu'on a un feedback au moins pour faire des corrections? Mais le verdict était le dernier jour, en cérémonie de remise des prix. Et le verdict était une très 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 belle surprise. Il faut dire que j'ai beaucoup stressé au moment d'annonce des résultats, mais on a été récompensé correctement. C'est excellent. Et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi tout le travail qui est fait par nos équipes, avec le décalage horaire de 8 heures entre Séoul et Ibn Grir. Et on avait de braves gens, personnes en train d'attendre à tout moment un appel de notre part pour faire une intervention en ligne depuis Ibn Grir sur les équipements qui sont présentés. Et je pense que je voulais juste rendre un vibrant hommage à toutes nos équipes parce qu'ils nous supportent, ils supportent notre façon de faire, ils supportent aussi on va dire, notre vision un peu différente. Parce je pense que nous sommes en train de penser différemment des autres. Et nous sommes en train d'inculquer ces valeurs. Et je pense que c'est bien parti pour qu'eux-mêmes font la même chose avec d'autres équipes. Et voilà. Moi, je suis très fier de nos équipes et de tout le travail qu'ils ont fait en amont, du travail qu'ils ont fait pendant, même s'ils n'ont pas eu l'opportunité de voyager avec nous pour plusieurs raisons. Et du travail qu'ils vont continuer à faire pour pouvoir performer et de participer à hisser le drapeau marocain si haut dans des scènes internationales comme celle-ci. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un début à faire, n'est-ce pas? Absolument. On est en train juste de montrer un petit peu la possibilité de dire que le Maroc avait son mot à dire de le sport, l'art, la culture, l'industrie, des choses. On a un autre mot à dire aujourd'hui dans le domaine de l'innovation, de l'invention, de la technologie faite au Maroc par des cerveaux marocains, par des outils marocains, une science et technologie pensée au Maroc, pour l'Afrique et pour le monde entier, par des Marocains, par l'infrastructure marocaine, et qui est en train de décrocher des choses à nos rivales. Tu te rappelles on va dire du feedback qu'on a eu des 3 membres du jury composés à chaque fois de 3 personnes flammandes. Les gars, vous êtes en train de mettre le doigt sur un truc très 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 haut et nous pensons que vous allez être positionné très très haut en dépassant vos rivales aux US, en Europe et en Asie. On a eu ce feedback. Absolument. Pour moi, la chose, en fait, quelque part un petit peu amère, c'est le fait qu'on n'a pas la possibilité toujours de ramener toute l'équipe. Parce que ce projet-là, en fait, on est parti aux 2 conférences, on a pu présenter. Donc la première, donc Younes pouvait venir avec nous, l'autre, Omar, n'avait pas eu l'accès à travers le visa, etc. Donc, mais il n'y a pas que ça, parce que c'est vrai que dans ces événements, on présente principalement le brevet.
Mais pour illustrer le brevet, donc il y avait tout le travail qui a été fait par les équipes pour monter le prototype de démo, les trucs, etc. Et ce n'est pas toujours possible d'avoir toute l'équipe, que ce soit l'équipe Data Science, développement, que ce soit l'équipe du Fab Lab qui ont travaillé sur la conception. Et donc c'est un projet où il y a pratiquement une trentaine de personnes qui ont collaboré sur ce projet. Et ce n'est pas toujours possible de monter sur scène avec 30 personnes, de faire tous les déplacements. Et quelque part, on en avait discuté, il va falloir qu'on réfléchisse à créer des événements similaires au Maroc pour pouvoir donner plus d'opportunités à tous les inventeurs au Maroc de présenter leurs projets. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller voyager en Corée, d'aller voyager partout dans le monde, de payer les prix des stands, etc., d'avoir déjà les visas, etc. Et ce genre de choses, je pense qu'au futur, le fait d'avoir des événements similaires au Maroc, pour pouvoir exposer plus d'idées, parce que c'est, en fin de compte, je pense qu'on a montré que l'innovation marocaine a son mot à dire sur le plan international, mais que maintenant, il faut assurer la relève, il faut qu'il y ait plus de monde qui présente plus de choses, il faut hausser la barre, parce que, comme tu disais tout à l'heure, pour moi, c'est être deux personnes dans une convention internationale où il y a 600 innovations présentées. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une bonne cinquantaine d'innovations, de brevets marocains qui sont présentés dans ce genre d'événement, et qu'au lieu de revenir avec 2 médailles d'or, qu'on revienne avec une trentaine, une quarantaine, pourquoi pas une cinquantaine de médailles. Bon, il n'y a pas autant de catégories, mais on aimerait bien être le top de toutes ces catégories. Et je pense que c'est faisable, mais c'est question de créer cet écosystème. C'est bien de montrer que c'est faisable, mais il y a une suite et il faut que cette suite Moi, soit activée. je pense que, comme tu dis à la FEC, il y a ça, mais je pense que notre rôle aujourd'hui, je pense qu'on a montré que c'est possible. Parce que le plus difficile, c'est de faire ça la première fois. Parce que, en général, le INA, le Geneva, le CIF, on a peur de ces rencontres-là parce qu'on se dit peut-être on n'a pas le niveau pour confronter nos rivales asiatiques ou américains ou canadiens ou ADA. Non, je pense que non, on a. Et on a montré que c'est possible. DICE, UM6P, Rafek, Hafed et les équipes ne font pas l'exception. Je pense que ça peut être le cas de toutes les autres équipes. Et je pense que c'est un appel pour tous nos collègues des autres départements. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes prêts, toi et moi, avec plusieurs compétitions, plusieurs prix, plusieurs, on va dire, retours sur expérience. Je pense qu'il est temps de partager, on va dire, ce savoir-faire, de comment négocier un salon d'innovation. Et donc, on peut encadrer aujourd'hui d'autres jeunes, d'autres étudiants, d'autres, on va dire, collaborateurs ou collègues, à se dire, ce que vous faites est très intéressant, il faut falloir juste le présenter correctement et le défendre d'une certaine manière, et de les encourager à faire le premier pas et d'aller participer, parce que je pense que ce que nous avons aujourd'hui dans notre écosystème mérite d'être valorisé dans des scènes comme celle-ci. Et je pense que notre rôle aujourd'hui, on va continuer à participer, ça c'est sûr, parce qu'une fois que tu goûtes à ça une fois, donc on est des compétiteurs, et donc c'est un esprit de compétition, on va continuer à le faire certainement, parce que notre mission c'est de faire ça aussi, mais je pense qu'il va falloir qu'on encadre d'autres et qu'on montre les best practices pour pouvoir décrocher des marches. Et puis ce qui est important, c'est bien de décrocher les médailles d'or, les trucs et tout, mais bon, les prix, les awards. Mais ce qui est aussi important, c'est que dans cette expérience, je pense que ça forge un petit peu ces équipes jeunes qui vont partir dans le futur. Ça permet d'exposer les technologies marocaines à potentiellement des investisseurs, à des gens qui sont intéressés par l'exploitation commerciale de ces brevets, donc que ça soit
quand on était à Genève, que ce soit à l'INA, que ce soit au CIF. Donc, il y a énormément de gens qui viennent, qui sont intéressés par l'exploitation commerciale des technologies, parce que c'est des gens qui cherchent des novel ideas, des idées innovatrices qui peuvent... Des chasseurs. et c'est des chasseurs d'opportunités. Et ça, c'est quelque chose donc, qui est hyper intéressant et qui permettra quelque part d'augmenter le transfert technologique, au-delà de la visibilité et tout, mais c'est aussi d'encourager, de faciliter, d'avoir plus de transferts technologiques vers les startups, vers l'entrepreneuriat et avoir potentiellement un impact commercial et économique sur le pays. On n'est pas aussi à l'abri des mauvais chasseurs aussi. On a eu cette expérience avec un pseudo-chasseur d'idées qui voulait quand même récupérer tout et rien donner, hein, mais heureusement, avec toute l'expérience que tu as, tu l'as détecté du premier coup. C'est que tu es quelqu'un qui voulait comprendre comment ça marche sans rien donner. Absolument. Donc c'est des salons où il faut être protégé. Et préparé. Et préparé. Il ne faut pas partir sans brevet. Donc si tu as seulement une idée ou un papier scientifique publié, tu risques d'être, on va dire, voilà. Donc il faut bien protéger les choses. Il faut bien préparer le discours. Il faut bien détecter les personnes qui souhaitent avoir des informations. Il y a des règles de partage de data qu'il faut privilégier plus. Et donc, je pense qu'on a des choses à partager avec notre communauté. Excellent. Voilà.